j'aime pas la manière dont on vend l'IA générative comme la solution à tous les problèmes. Et c'est ça qui me dérange, parce que non, ça va pas résoudre tous nos problèmes, ça va peut-être en créer plus que ça résout, mais il y a quand même des utilités à l'IA générative. Il faut juste être très conscient des cas d'utilisation. Et je pense qu'il y a une part de marketing, il y a une part de naïveté, il y a une part de plein de choses, mais je pense que les gens se rendent pas compte que l'IA peut être utilisée pour le recrutement, peut être utilisée pour la justice, pour l'éducation, pour la santé. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'il y ait de la diversité autour de la table lors de la création de ces outils, parce que en fait, après ça, ces décisions vont impacter éventuellement des millions de personnes. C'est un peu le rôle que je me suis donné, ou que j'ai accepté en tout cas, de toujours être celle qui fait chier sur un panel, qui va dire que oui, c'est beau tout ce que vous avez dit, mais en fait, et les coûts de tout ça. Et je pense que éventuellement la conversation va commencer à intégrer les coûts autant que les bénéfices, parce que c'est vrai que c'est le nouveau joujou, et puis on a tendance à penser que aux fonctionnalités de ce joujou et pas forcément au prix. En fait, malheureusement, les gens ont tendance à penser que les coûts n'existent pas, comme ils les connaissent pas. Et j'ai fait le choix très conscient de pas gagner autant d'argent, mais de travailler chez Hugging Face, parce que je crois vraiment dans la mission de démocratisation, et aussi dans le progrès graduel, parce que en fait, moi je peux entraîner un modèle, le mettre sur Hugging Face, passer à autre chose, quelqu'un d'autre peut le reprendre, l'adapter, continuer à construire, faire une start-up, vendre l'outil. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment. Ça, c'est l'approche ouverte de incrémentale, Hugging Face. Ouais. Moi, je pense que d'ici quelques années, on va arrêter d'essayer de mettre de l'IA générative partout, et on va se concentrer sur effectivement les cas de figure qui fonctionnent. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. Trench Tech, critical thinking for ethical tech. Let's go! Bienvenue à toi, et puis à toi, et puis toi aussi, tiens, dans ce nouvel épisode de Trench Tech avec à mes côtés, Mick Lévy. Bonjour, bonjour. Et évidemment, Thibault Lemann, un tout petit peu plus loin, mais il est toujours là quand même. Salut. Alors, bien avant de couler tous ensemble comme dans le film Titanic, mais cette fois avec la propagation des IA, j'ai une question simple pour vous, messieurs. Combien tu mesures, Mick ? 1m86, pourquoi tu veux le savoir ? Ok, non mais tu connais ta taille et tu sais la mesurer, rien de problématique, Mick. Non, ça va. Bon. Thibault, combien tu... Dis-moi, si tu comptes me demander mon poids, tu peux toujours te brosser, Michel. Non, là, t'inquiète pas, je te trouve pas trop gros, Thibault. Non, je voulais te demander combien tu gagnes. Bon, en tout cas, tu connais sûrement le montant, et puis ta femme, ton banquier, ton DRH, bref, plein de gens le savent, et peuvent donc ainsi mesurer ta valeur sur le marché du travail. Bref, dans nos vies de tous les jours, on ne cesse de dénombrer, de mesurer, quantifier, depuis les minutes qui nous séparent de la prochaine visio jusqu'au ROI de la moindre décision stratégique. On sait même évaluer l'empreinte carbone de son entreprise pour la compenser. Ah bah ça c'est bien. Mais bizarrement, il y a un truc qui est entré dans nos vies quotidiennes et dont la mesure ne semble pourtant pas vraiment nous intéresser. Vous avez une idée, les gars ? Ouais, ton temps de parole. Ah, merci. C'est pas dans l'environnement. Bien vu. C'est un peu chaud. Ah bon, alors je l'ai pas volé sur mon temps de parole. Non, je parle de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle générative. Eh ben oui, nous avions déjà eu du mal à éclairer le débat autour de l'impact environnemental du numérique en général, faute de chiffres clairs et validés. Vous vous souvenez sûrement de nos épisodes avec Gilles Babinet puis avec l'ADEME. Mais avec l'explosion de l'IA générative, eh bien avec elle, de plus en plus de modèles entraînés et la croissance exponentielle de nos usages perso et pro, eh bien les chiffres qui circulent semblent à la fois gigantesques et largement incomplets. Alors comme d'habitude, nous sommes allés chercher la meilleure experte pour en parler. Oui, j'aime nous mettre la pression. Sacha Lucioni. Prononciation. Bah oui, superbe prononciation. Puisque pour tout le monde, ça se prononce Sacha Lucioni et pas Lucioni comme disent Mick et Thibault. Sacha est chercheuse en IA et pionnière dans les domaines de l'éthique et du développement durable. Elle est, écoutez bien, Climate Lead chez Hugging Face. Pas mal. D'ailleurs, Hugging Face, on avait reçu Giada Pistilli qui était déjà elle en charge de l'éthique. On lui fait un petit coucou. Oui, qu'on a reçu plus tôt dans l'épisode 13 d'ailleurs. Exactement, cette saison, épisode 13. Mais ce n'est pas tout. Sacha est aussi membre fondatrice du Climate Change AI, qui est une organisation à but non lucratif. Sacha a la solution pour quantifier l'empreinte carbone de l'IA, mais ce n'est pas tout. Elle travaille également sur des sujets d'inclusion ou avec Memo à éradiquer les biais sexistes dans la tech, qui nous mettent
vraiment en rogne chez Trench Tech. Enfin, et ça c'est la classe, elle figure parmi les 35 innovateurs de moins de 35 ans du MIT et depuis peu les amis, dans les 100 personnes influentes dans l'IA désignées par Time Magazine. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Assez exceptionnel. Non mais ça va de soi, enfin, avec un tel pédigré, tu ne pensais pas que c'était au niveau régional quand même. Avec Sacha, nous pourrons donc dresser un panorama des impacts de l'IA puis interroger les pistes de solutions avant de nous demander si ces dernières sont vraiment compatibles avec les intérêts business des entreprises qui font et celles qui utilisent ces technologies. Si vous nous écoutez pour la première fois, voici une surprise pour vous. Eh bien oui, cet épisode cache en son sein 2 pépites. Oui, 2 chroniques que vous allez adorer pour reprendre votre souffle. Un moment d'égarement de Laurent Guérin et la philothèque d'Emmanuel Goffi. Et dans moins d'1 heure maintenant, nous débrieferons juste entre vous et nous des idées clés partagées avec Sacha dans cet épisode. Alors restez bien jusqu'au bout. Bonjour Sacha. Bonjour, merci pour l'introduction. Tout est vrai, on n'a pas du tout... C'est vrai. C'est impressionnant. Mais à chaque fois, ça me fait rougir. À chaque fois, je sais pas pour regarder. Non, il faut pas, c'est bien. Avoir des femmes à ce niveau-là qui sont présentes et pas invisibilisées, ça nous fait plaisir. C'est clair. C'est sûr. C'est une tradition chez nous, Sacha, on se tutoie. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, je vis au Canada et en fait, je pense que j'ai perdu la conjugaison du vous, officiellement. Tant mieux. Ici, on vient au restaurant et salut, ça va ? Tu vas bien ? C'est ce que j'appelle le tutoiement radical. Donc vous le faites assez naturellement en vérité, mais c'est plutôt pas mal de l'adopter comme ça. Bien, je me souviens quand je suis arrivée au Canada, on m'a dit il faut au moins garder une personne qu'on vous voit parce que sinon on oublie. Et j'étais comme mais non, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, j'ai une personne que je vous vois, c'est ma directrice de thèse, et sinon tout le reste c'est tu. Ah oui. Moi c'est ma boulangère. Chacun son truc. Moi, voilà, c'est ça. Je vous vois le chien du voisin. Donc, on va déménager au Canada pour tous se tutoyer et c'est parti pour notre grand entretien. On est bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour ta critique. Alors Sacha, Cyril l'a dit, pas facile de mesurer l'empreinte environnementale des IA. Moi, c'est un sujet qui me donne même des cauchemars ou parfois m'empêche de dormir, honnêtement. Je suis ravi qu'on puisse en parler avec toi aujourd'hui. Et toi, tu t'emploies justement depuis un bon moment à tenter de la mesurer. Tu as publié plusieurs études de référence, dont une qui fait vraiment référence pour le coup, qui est Power Hungry Processing. What's during the cost of AI deployment? Je le dis très très mal en anglais. Bon, en gros, dis-le en français alors. En gros, des traitements d'IA gourmands en énergie. Est-ce que ce sont les watts au sens la mesure de l'énergie qui détermine le coût de déploiement de l'IA? Alors, que révèlent ces études? Est-ce que tu peux déjà nous brosser un petit peu le tableau des études que tu as réalisées sur ces sujets-là? Tout à fait. Je pense que j'ai commencé en me focalisant sur la phase entraînement. Donc, en fait, en gros, un modèle d'IA a plusieurs phases de cycle de vie, si on veut. Ouais. Et le premier, normalement, c'est l'entraînement. Donc, c'est là qu'on prend les données et puis on entraîne le modèle à prendre une tâche, normalement. Donc, par exemple, dans les modèles de langue, ça va être la prédiction du prochain mot. Parfois, ça va être la classification, ça dépend. En tout cas, donc, les premières études, c'était vraiment sur cette phase-là. Et puis, tout le monde pensait que c'était la phase la plus gourmande en énergie du cycle de vie de l'IA. Et c'est vrai que souvent, ça représente des dizaines, voire des centaines de tonnes de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment des kilowattheures, des milliers de kilowattheures d'énergie. Et après ça, l'étude à laquelle tu as fait référence, là, ça regarde vraiment la phase de déploiement. Et en fait, c'était on appelle l'inférence. C'est chaque utilisation qu'on a. À chaque fois qu'on fait une demande, un prompt à ChatGPT, à chaque fois qu'on génère une image avec Midjourney ou toutes ces grandes IA-là, à chaque fois qu'on fait une action comme celle-là, dans le grand public, ce qu'on appelle une inférence. Et donc, vous avez montré que le coût de l'inférence était loin d'être nul, en fait, c'est ça? Exactement, parce qu'avant, on regardait pas, parce qu'on se disait c'est tellement minime comparé à l'entraînement que ça vaut vraiment pas la peine de regarder. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup moins, mais on a quantifié plusieurs choses. On a montré que passer de l'IA extractive à générative, donc par exemple, quand on fait de la réponse aux questions, d'un côté, on va extraire l'information d'un texte existant, et de l'autre côté, on va générer la réponse avec un modèle génératif. Et on a trouvé que la différence entre ces deux types de prédictions, en fait, ces deux types de fonctionnement, c'est vraiment beaucoup des ordres de grandeur de différence. Et aussi, on a montré que pour les modèles de langue génératifs, alors, je pense que c'est entre 10 millions et 50 millions de requêtes qui vont utiliser autant d'énergie qu'un entraînement de ce modèle-là, ce qui paraît beaucoup.
Mais ChatGPT, je pense qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui l'utilisent par jour, donc éventuellement tous les jours, ça utilise autant d'énergie que tout son entraînement. C'est l'effet volume. Quand tu parles de comparaison avec des modèles extractifs, un modèle extractif, c'est par exemple une recherche Google à l'ancienne, on va dire. À l'ancienne, exactement. Maintenant, c'est génératif aussi. Maintenant, Google a mis du génératif, mais voilà, les recherches Google telles qu'on les connaît, telles qu'on les a connues dans les années 2000 et 2010, on va dire, par rapport à une demande à ChatGPT, je lisais, consomme 10 fois plus d'énergie pour répondre à une question qu'une recherche Google. En fait, c'est pas le même job, mais c'est 10 fois plus. C'est ça l'ordre de grandeur ? Ouais, c'est désestimé. Nous, on a trouvé que dépendamment de la taille. En fait, le problème avec tout ça, comme tu as bien dit au début, c'est qu'il n'y a pas d'informations. Et donc, c'est que des estimés. Je pense que c'est plus que 10 fois. Je pense que c'est plutôt dans les 50 fois, mais ni Google, ni OpenAI donnent les chiffres. Donc, on a du mal à estimer ça. Mais le côté extractif, sans être trop technique pour moi et puis pour tout le monde qui nous écoute, c'est que l'équivalent d'une requête sur Google ou lorsqu'on fait un prompt, par exemple à ChatGPT, pour lui demander d'analyser un PDF, c'est pas de l'extraction de données aussi, d'un corpus qui se trouve être un PDF, et puis après il génère la réponse. C'est juste pour comprendre ce qu'est la différence entre extractif et génératif. Donc normalement, extractif, c'est vraiment quand on travaille avec du contenu déjà existant et on va l'extraire. On va le retourner comme réponse. Et on peut pas prendre quelque chose, par exemple, si on a effectivement un document qui a certains mots, on peut pas prendre un synonyme. Genre, si on parle je sais pas, de Paris, on peut pas tout à coup commencer à répondre à des questions sur Montréal parce qu'ils sont pas dans l'article en question. Les modèles génératifs tels que ChatGPT, ils peuvent faire de l'extractif, mais ils sont toujours en mode génératif, c'est-à-dire qu'ils ont été entraînés sur des données et puis c'est pour ça les hallucinations, par exemple, c'est un bon exemple. Ils peuvent toujours commencer à parler de Montréal, même si on a donné un document sur Paris, on va dire compare Paris à Montréal, et puis il peut quand même répondre à la question, même si l'information n'est pas directement dans le document fourni. Et avant de développer le coût des inférences, est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur qu'est-ce qui génère ces kilowatts et toute cette consommation énergétique et ce CO2 lors de l'entraînement? Parce que c'est vrai que ça a été souvent discuté par les experts dans les médias, mais peut-être que tout le monde n'a pas bien compris ce qui venait vraiment générer du CO2. Schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, lors de l'entraînement, normalement, on va utiliser comme des ordinateurs, mais en fait, c'est des ordinateurs qui sont quand même assez spécifiques. On appelle ça des GPU, c'est des unités de processing graphique qui à la base ont été développés pour des jeux vidéo. Maintenant, sont utilisés pour l'entraînement d'IA. Qui produit ça. Exactement. Et en fait, la différence entre un CPU qui est vraiment le utilisé dans les ordinateurs qu'on utilise tous les jours et un GPU, c'est que les GPU peuvent faire des calculs en parallèle, ils peuvent faire beaucoup de choses en parallèle et pas en séquentiel. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à les utiliser pour l'entraînement de l'IA, parce qu'on peut faire plein de calculs en même temps. Et à la base, on pouvait entraîner un modèle d'IA sur un seul GPU, ou même par exemple mon laptop a un GPU, je pouvais entraîner un petit modèle là-dessus, mais maintenant on a des grands modèles et ils nécessitent des milliers ou des dizaines de milliers de GPU qui travaillent en parallèle. Et normalement, pour des modèles comme Llama, comme GPT, etc., on va utiliser ces milliers de GPU pendant encore des milliers d'heures de calcul. Et donc, en fait, on va comptabiliser ça en millions d'heures de calcul. Et chaque heure de calcul utilise une certaine quantité d'énergie. Et en fait, il s'avère que les GPU, comme ils sont très puissants en termes de calcul, ils utilisent beaucoup d'énergie aussi, comparé au CPU. Et donc, en fait, quand on multiplie cette énergie par les millions d'heures de calcul, ça donne une somme assez conséquente d'énergie. Et en fait, pour générer cette énergie-là, il faut soit, par exemple, ça peut être nucléaire, mais souvent, en fait, l'énergie utilisée pour l'IA, ça va être soit du gaz naturel, soit du charbon, parfois des après, ça dépend du mix énergétique sur lequel on est, et du coup, ça amène quelque chose de plus ou moins carboné, effectivement. Mais en fait, le problème, c'est que les centres de données qui ont assez de GPU pour entraîner des modèles de langue, par exemple, comme GPT et Llama, ils sont dans des endroits qui ont pas d'énergie renouvelable. Donc, les gros centres de calcul, par exemple, ils sont souvent aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Dans cette zone-là, il y a ce qu'on appelle Data Center Alley, où ils sont comme vraiment des milliers de centres de données, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, et c'est de l'énergie qui est notamment à base de gaz naturel. Et en fait, le problème,
Un peu, ça fait partie de tout ce problème-là, c'est que il demande tellement d'énergie, c'est tellement un condensé d'énergie requis que les énergies renouvelables, on a du mal à avoir assez de production d'énergie à base de, je sais pas, éolien ou solaire pour pouvoir alimenter ces gros centres de données, parce que ils sont tellement gourmands que en fait c'est que le gaz naturel qui peut répondre. D'ailleurs, j'ai même entendu dire que certaines de ces big tech en fait envisageaient de créer des mini centrales nucléaires. Même pas des mini. Non, récemment, Microsoft a fait une entente avec une centrale nucléaire où il y a eu un gros accident il y a plusieurs décennies et qui a été décommissionnée depuis 10 ans, je pense 15 ans. Et maintenant, ils vont la remettre en marche, mais que pour Microsoft. Et c'est une vraie centrale nucléaire, c'est pas une mini là, c'est vraiment un gros truc. Et ça serait la première fois au monde qu'on rouvrirait une centrale nucléaire qui a été arrêtée encore plus après un incident. Donc exactement, non, c'est assez grave, oui. Et aussi, tous les ministres français ont rappelé et ont appelé les grands de l'IA à venir entraîner leur modèle en France, parce qu'en France, on a de l'énergie qui est peu carbonée et qu'on peut encore étendre manifestement. Mais pas infiniment. Il me semblait que quand même, genre, on peut pas construire 10 centres de calcul hyperscale, comme on dit, d'un coup en France, ça va pas passer. Bon, ça ramène aux problématiques autour des EPR, etc. Et de toute façon, cette énergie, elle est nécessaire au niveau mondial. Mais exactement, pas de suite. Revenons à nos moutons. Ce que vous avez montré, c'est, OK, l'entraînement, ça prend énormément d'énergie, mais ça, c'était déjà one shot. Un peu documenté, ça surprend personne. Mais ce que vous montrez, vous, c'est que l'inférence prend aussi énormément d'énergie. Autre stat que je lisais, c'est on génère une image sur un outil de génération d'images comme Midjourney, comme Bing Creator, comme Adobe Firefly et quelques autres. J'en cite plusieurs exprès, Leonardo et autres. C'est l'équivalent en énergie à la charge d'un smartphone. Ouais, en fait, ça c'est la génération d'images de haute définition. Donc en fait, ils vont pas tous générer des images de telle grande qualité. Je pense que souvent c'est plus petit, mais quand même on a montré que les modèles qui étaient les plus pas puissants ou les plus qui généraient des images de la plus grande qualité de celles qu'on a regardées, c'était vraiment une quantité assez extravagante d'énergie. Mais en fait, c'est vrai qu'en réalité, quand ces modèles-là sont mis en production par des compagnies, souvent ils font des optimisations, souvent ils vont générer plusieurs images d'un coup. Donc ça c'est vraiment comme un chiffre théorique, un peu le pire des scénarios, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en réalité ça va être beaucoup moins à cause de parce qu'en fait on fait plein d'ingénierie, on fait beaucoup de petits trucs pour rendre ces modèles plus efficaces en production. Sacha, moi j'ai lu que comment est-ce que vous y êtes pris pour faire ces calculs sur l'impact? En fait, donc Hugging Face, la compagnie où je travaille, c'est une plateforme de partage de modèles et de jeux de données. Et je pense que là, on a passé le cap de 1 million de modèles. Donc il y a vraiment beaucoup de modèles que c'est des gens qui les entraînent, des compagnies qui les entraînent et qui les mettent sur cette plateforme-là, histoire de partager, de contribuer au open source et aussi de faire utiliser son modèle. Et donc ce qu'on a fait, c'est que pour chacune des 10 tâches qu'on a regardées, donc classification de texte, réponse aux questions, génération d'images, génération de texte, etc. On en avait 10. On a pris, je pense que c'était les 20 ou les 25 les modèles les plus populaires de la plateforme Hugging Face. On les a téléchargés et puis on a fait des calculs. En fait, on a fait des calculs sur génère 1000 images, génère 1000 mots, génère etc. Et là, on a comptabilisé la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre. Notre instance à nous était en Oregon. Dans l'ouest des États-Unis, je pense. Et donc, en fait, l'énergie était un mix de hydro et gaz naturel. D'accord. Donc, c'est par l'expérience, au fait, que vous avez commencé à regarder comment est-ce que ça... on a tout on a fait les expériences nous-mêmes, ouais. Et en fait, pour mesurer la quantité d'énergie utilisée, on a utilisé un outil qui s'appelle Code Carbone. Et en fait, c'est un outil qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, peut-être 6 ans même, et en fait c'est un package open source en Python que les gens peuvent télécharger et utiliser pour justement pouvoir mesurer la consommation énergétique de n'importe quel code, pas forcément de l'IA, et aussi basé sur l'adresse IP, estimer la quantité de gaz à effet de serre émis lors de ce processus-là. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas si parmi... celles et ceux qui nous écoutent, il y a des DSI, ils peuvent télécharger ça et puis le faire tourner sur leur propre bécane et vérifier tout ce qu'ils produisent avec des IA.
quelle est l'empreinte carbone. Donc, les équipes en fait, avec lesquelles je travaille on utilise ce module-là au quotidien. Ah ben ça, voilà. c'est une bonne nouvelle. Et aussi, comme la licence est assez permissive, on peut même l'intégrer dans... Par exemple, je sais que souvent les plateformes dans les compagnies vont être internes, vont être comme commerciales, entre guillemets, donc on peut aussi intégrer Code Carbone là-dedans. On n'est pas obligé de tout partager librement. Et par exemple, si on ne veut pas utiliser l'adresse IP, on peut. Donc on a quand même mis plusieurs options pour que les gens soient confortables avec l'utilisation. Mais cela dit... Code Carbone, c'est quand même sur la partie effectivement du code. Le problème, tu le pointais dès le début de l'épisode, c'est beaucoup sur l'inférence. Parce que même si chaque inférence, c'est pas grand-chose prise seule, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a 200 millions d'utilisateurs maintenant actifs de ChatGPT à travers le monde chaque semaine, en hebdomadaire. Donc ça crée un volume énorme. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter ? Qu'est-ce que tu te dis, toi, face à ça ? J'insiste sur la transparence et je pense qu'il faut continuer à demander une transparence, une communication plus claire sur les coûts énergétiques et surtout dans les cas où vraiment c'est des outils très très populaires, c'est d'autant plus important de montrer aux gens c'est quoi, parce qu'en fait les gens sont de plus en plus conscients de leur impact carbone et donc donner ces chiffres-là pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur comptabilité de tous les jours et aussi ce qui me dérange particulièrement, c'est que maintenant, souvent, il y a de l'IA générative sans qu'on puisse ne pas l'utiliser, comme par exemple pour les recherches Google, on n'a pas de choix, on n'a pas forcément eu ce choix-là, et on n'a pas la différence. On nous dit pas avant une recherche Google, c'était temps. Ouais, exactement. Old-fashioned search, quoi, en gros. Et puis la nouvelle forme. Mais on va revenir sur les usages dans la prochaine séquence parce qu'il y a probablement beaucoup de pédagogie à faire pour effectivement éviter que tout le monde aille bille en tête sur les IA génératives sans se demander si on en a réellement besoin, que ce soit le grand public et les professionnels, mais on va développer ça. En revanche, en matière d'externalités négatives, celles qui sont à craindre par rapport aux IA ne sont pas uniquement d'ordre environnemental. Comment les biais en matière de diversité et d'inclusion, ce que l'on appelle la DEI, rejaillissent dans notre utilisation des intelligences artificielles ? Je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur et dont tu parles dans ton TED Talk. Tu as aussi fait ça, ma foi, mais elle a tout fait quand même, c'est incroyable. Allez voir le TED Talk de Sacha. Donc, comment tu vois la problématique, toi ? En fait, pour moi, je pense que les gens ne se rendent pas compte que, oui, c'est vrai qu'il faut avoir de la diversité dans tous les domaines, idéalement. Mais en fait, l'IA, c'est vraiment tellement vaste et ça peut être intégré dans tellement de domaines. En fait, c'est pas un domaine en tant que tel, mais l'IA peut être utilisée pour le recrutement, peut être utilisée pour la justice, pour l'éducation, pour la santé. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'il y ait de la diversité autour de la table lors de la création de ces outils, parce que en fait, après ça, ces décisions vont impacter éventuellement des millions de personnes ailleurs qu'en informatique. Et donc, en fait, ce qui me dérange dans mon quotidien, c'est qu'il y a vraiment une homogénéité des gens qui créent les modèles d'IA en ce moment. Donc, il y a vraiment manque de diversité de genre et de background culturel. Et ça fait que ces modèles sont souvent représentatifs, comme Giada en a parlé, de ce groupe de personnes-là. Mais en fait, c'est normal, on est un peu biaisé par notre expérience. On peut pas... C'est difficile pour nous en tant qu'être humain de concevoir l'expérience de l'autre sans l'avoir vécu. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément volontaire, mais non, c'est pas du tout volontaire. Les faiseurs d'IA nous mettent entre les mains des outils qui traduisent leur vision du monde et Exactement. Pas une vision homogène, c'est ça ? Et par exemple, l'exemple un peu anecdotique, mais qui est vrai, c'est que à un moment donné, il y avait Apple qui a entraîné un modèle pour filtrer les CV et sur leurs employés actuels. Et ça a fonctionné super bien, etc. pendant plusieurs années. Et puis ils se sont rendus compte que dès qu'il y avait le mot femme, ou tout dérivé du mot femme, genre, je sais pas, équipe féminine du volleyball, le CV était rejeté. Parce que, en fait, il y avait pas de femmes qui travaillaient dans ces postes-là. C'était des postes de programmation chez Apple. Et en fait, ça leur a pris 2 ans parce qu'en fait, les modèles d'IA vont pas te dire comment ils prennent les décisions. C'est juste, c'est binaire, en fait. Est-ce que le CV passe ou pas? Et ils se sont rendus compte 2 ans, 3 ans après, qu'en fait, toutes les femmes se faisaient rejeter leur CV. Et c'était pas du tout voulu. Mais c'est juste que 90% des candidats, des gens qui travaillaient déjà chez Apple, c'était des hommes. Et les gens qui ont entraîné ce modèle étaient des hommes aussi. Oui, et donc, ils ont jamais fait ce test-là.
Oui, parce que alors c'est bien de préciser que ceux qui ont entraîné le modèle étaient des hommes, parce que jusque-là, sinon, l'exemple montrait plus les biais qui sont comportés dans les datasets que les biais de conception en tant que tels. Mais c'est les deux. On pourrait penser... Oui, non, mais parce que là, on a il y a l'association encore de deux. cette idée selon laquelle celui qui fabrique, entre guillemets, l'IA, parce qu'il est raciste ou il est, macho, va la programmer de telle sorte à ce que ça évince certaines populations. C'est pas tellement ça, c'est plutôt les datasets avec lesquels c'est entraîné. En revanche, tu peux gérer les paramètres pour essayer de rééquilibrer ça. Et ça donne, c'est extrêmement complexe parce qu'on a vu ce qui s'était passé à la sortie de Gemini de Google où ils avaient essayé de fine-tuner à mort, mais ça faisait n'importe quoi. Il n'y a pas aussi. de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. Ouais, il n'y a pas de bonne réponse, mais est-ce qu'on arrivera à une bonne réponse ? Elle se trouve dans la société et pas dans la manière dont sont construites les IA, en fait. Ça peut être ça aussi. Mais ça je va pense être lent. que pour le coup de Gemini, c'était vraiment sur... en fait, chaque personne ou chaque groupe de personnes ou chaque cas d'usage de Gemini va demander un modèle légèrement différent. Et en fait, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir parce qu'on peut jamais avoir un modèle qui plaît à tout le monde et c'est impossible d'essayer de faire ça. C'est ça. Imagine-moi le pape de demain. On peut tout à fait avoir envie qu'il nous réponde avec des images de pape noirs, des images de pape femmes, etc. Enfin, on peut avoir ou pas avoir, c'est selon comment on se situe. Par contre, donne-moi des images des papes. Là, on a des images de pape noirs ou de pape féminines. Ça marche plus du tout. Et c'est ce qui s'était passé avec Google. C'était surtout sur les Waffen-SS que ça posait problème parce qu'il y avait de multiples de problèmes. Mais du coup, effectivement, Google avait cherché à redresser les biais un peu en apprenti sorcier et à appliquer ça sur tout son modèle de génération d'images, qui a créé un tollé assez incroyable. On peut revenir quand même sur la partie environnementale. Cyril, tu nous as amené sur les biais, mais moi, la partie environnementale On le sait. Et on est tous touchés, mais les sujets d'inclusion sont importants aussi. Non, bah, évidemment. Quelques chiffres. Giada. Oh alors, Sacha. Giada, on a dit, c'est ta collègue. Exactement. Sacha, qui transparaissent quand même. Google a annoncé avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 48% depuis 2019. Microsoft a annoncé 30% entre 2023 et 2020. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis l'avènement de l'IA, depuis que ces deux entreprises mettent le paquet vraiment sur l'IA générative, il y a une explosion de leur impact carbone. Ça va nous mener où ? Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont tous les deux, Microsoft et Google, raté leurs propres cibles, qui sont censées être des cibles faciles, parce que normalement, les compagnies se mettent des cibles faciles pour pouvoir se dire qu'ils ont atteint leur cible. Et tous les deux ont dépassé leur cible au lieu de baisser les GES, ils ont augmenté. Et en fait, c'est ça qui est faux. Ils avouent tous qu'ils seront pas au rendez-vous du net zéro carbone. Je crois qu'il s'est donné. Microsoft, c'était net négatif, ou je sais pas, quelque chose. En 2040. Exactement. Ils disent tous, bon, on n'y sera pas maintenant, quoi. Et aucune sanction de la bourse, par ailleurs, par-dessus. Je peux être un peu provoque sur ce sujet, volontairement, et qui est très loin de ma ligne de pensée. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est important de se soucier des impacts environnementaux ? Dit autrement, est-ce que le progrès technologique, la loi de Moore et tout ce qu'on en entend autour de ça ne fera pas que, quoi qu'il arrive, on ira vers ce genre de choses ? Et est-ce que finalement, le sujet environnemental est un vrai sujet ? Elle est volontairement provoque et posée de manière très provocatrice, dans le sens où ces sujets-là sont clés. On parle du coût du digital de manière assez récurrente, et qu'au final, les gens continuent d'acheter 3 ou 4 smartphones, continuent de les changer tous les ans. Bref, on fait comme si rien ne se passait. On l'a dit, Google, Microsoft... Est-ce qu'on ne peut pas compter effectivement sur les progrès technologiques ? Parce que simplement, ça va s'améliorer. Oui, c'est le côté technosolutionniste. Oui, mais on l'avait déjà dit ça. Et qu'est-ce qu'on a sorti, un GPT pour juste faire 2-3 choses pas forcément très intéressantes. Je pense qu'avec le côté technosolutionniste, oui, il y a la loi de Moore, mais il y a aussi le paradoxe de Jevons qui est vraiment intéressant, qui dit que quand une technologie devient plus efficace, on a tendance à plus l'utiliser. Donc, par exemple, quand on a passé du cheval à la voiture, tout le monde pensait on allait avoir moins d'impact sur la planète, mais en fait les gens vont voyager plus parce que maintenant en 1 heure, et au lieu de faire 20-30 km, ils peuvent faire 100 km, donc ils vont aller à 200-300 km de chez eux pour un week-end. Et je pense qu'avec l'IA c'est un peu pareil, maintenant que effectivement les GPU sont rendus très très puissants, mais on a tendance à mettre de l'IA générative partout. Donc, en fait, tout cet effet d'efficacité dont parlent beaucoup de compagnies technologiques, ils vont dire, oui, mais nous, notre hardware est tellement efficace, mais oui, mais on l'utilise dans plus d'endroits. Donc, finalement, c'est quoi le coût ? Je pense que le coût grimpe. Mais en fait, une manière de casser ou d'interrompre le paradoxe de Jevons, c'est en intégrant le coût de cette technologie-là
dans le coût de l'utilisation de l'outil. Donc par exemple maintenant, souvent les outils d'IA sont gratuits, mais on n'a pas accès à ce coût-là, et donc les gens ne savent pas, parce que utiliser ChatGPT, enfin en tout cas la version gratuite, c'est gratuit, mais en fait c'est pas gratuit à la planète. Donc je pense qu'il faut avoir plus de transparence là-dessus, et comme ça les utilisateurs eux-mêmes vont pouvoir faire ces choix-là de utiliser ChatGPT ou pas dans certains contextes. Eh bien, ce que les utilisateurs vont pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire, mais on leur conseille de le faire quand même, c'est d'écouter la chronique de Laurent Guérin, Un moment d'égarement, c'est maintenant. Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Aujourd'hui, Laurent, j'adore. Tu continues de nous dévoiler ta passion pour la musique et tu nous parles d'un lecteur MP3 légendaire, le Zune de Microsoft. Eh oui, alors que OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a récemment levé 6,6 milliards de dollars, portant la valorisation de l'entreprise à 157 milliards, et que Microsoft a déjà investi en tout près de 14 milliards dans OpenAI, je n'ai qu'un mot. Non, ce n'est pas wow. Non, ce n'est pas shocking. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est Zune. Vous savez, cet échec retentissant de Microsoft. Je raconte. Lorsque l'industrie de la musique commence une énième transformation au début des années 2000, un homme est particulièrement visionnaire, c'est Steve Jobs. Apple invente l'iPod en 2001, la promesse en avoir plein les poches. De la musique. Avec son slogan « Avoir 1000 chansons dans la poche », Apple nous prédit l'avenir. Plus on se remplira les poches avec des chansons, plus il se remplira les siennes avec du pognon. Sony avait inventé le premier appareil portatif pour écouter de la musique, le Walkman. 400 millions d'exemplaires furent vendus au cours de ces 40 années de commercialisation. Apple renouvelle le genre et l'iPod s'apprête à régner sans partage sur le secteur, écoulant 450 millions d'exemplaires en 21 ans d'existence. Des chiffres qui font des jaloux, évidemment. Et oui, en effet, des mélomanes au service d'un businessman. Quelle audace, Boniface! Voilà une belle manne de caillasse, se disent alors les concurrents d'Apple, dans un langage nettement moins châtié, tu vois, du genre We fucking missed the boat, do something, you moron! Ce que l'on peut traduire par pour moi un MeToo product ou t'es viré. Et c'est à ce moment-là que Microsoft lance Zune, un lecteur de musique concurrent. La notion de à ce moment-là est somme toute relative, puisque l'entreprise fondée par Bill Gates sort Zune 5 ans après l'iPod. 5 ans! Autant dire un siècle. Un peu comme si Peugeot disait « Mes voitures électriques sortiront des usines en 2130 », alors que le périphérique sera devenu d'ici là un lieu de pèlerinage pour naturistes avec des paillotes qui vendent plus que de l'eau à 100 fois le prix au litre de ce qui propulsait naguère nos moyens de locomotion, car oui, on l'aura bien. Oh là là, oui, merci Laurent. Ouais, je crois qu'on a bien l'image là. Profond. Zune est un échec profond. Quand il arrive sur le marché, l'iPod a déjà capté près de 80% du marché des lecteurs MP3 et Apple continue d'innover. D'abord avec l'iPod Touch et son écran tactile, puis surtout avec l'iPhone. C'est donc beaucoup trop tard. L'ergonomie et l'expérience utilisateur du Zune sont médiocres, très éloignées de la simplicité que propose la marque à la pomme. Le prix n'est pas plus avantageux, les usages sont restreints en termes de géolocalisation et de licence, autant de handicaps qui font passer les acheteurs du Zune pour des extraterrestres qui viennent de débarquer sur Terre en radeau. En radeau. Avec Zune, Microsoft ne propose rien de nouveau et ne résout aucun problème ni aucune demande du peuple. En fait, Zune est à la technologie ce qu'un Premier ministre est à la politique. « J'ai soif !» dit le peuple. « Manger de la brioche !» répondent Microsoft, Marie-Antoinette et n'importe quel Premier ministre. Cependant, tout n'est pas sombre, en tout cas pour Microsoft, parce que pour Marie-Antoinette, c'est discutable. Après l'échec du Zune, Microsoft se jurera d'être plus tranchant dans ses innovations et ses investissements. Et c'est en étant plus tranchant que Microsoft soutiendra OpenAI. Et que Marie-Antoinette, Mais tu sais que Marie-Antoinette n'a jamais dit le fameux « le peuple a faim, qu'il mange de la brioche ». Oui, t'as raison. J'ai vérifié les images d'époque sur un Zune. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Laurent. Alors, après avoir vu les impacts négatifs, place aux solutions. On a besoin de respirer un peu, on a besoin de se rassurer aussi. Et avant même de voir si l'IA peut sauver le monde, comme le rappelait Mick et son technosolutionnisme patent. Non, je rigole. Non, mais comme certains discours technosolutionnistes veulent nous le faire croire, ben pas toi, on le sait bien. Si on s'intéressait d'abord aux moyens d'en atténuer les effets indésirables. C'est vrai, avant de vouloir sauver le monde, est-ce qu'on peut au moins déjà commencer par le présent et voir comment atténuer ces effets indésirables? Donc, rendre l'IA plus neutre sur le plan environnemental et plus inclusive,
Ça serait vraiment un sacré progrès. Sacha, tu ne fais pas que nous alerter, tu as aussi des pistes et tu en as même développé de très concrètes. Tu nous as parlé tout à l'heure de cet outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone. Par où faut-il commencer pour que l'IA soit soutenable et durable ? Je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche un peu bottom-up des gens qui créent ces outils-là. Donc souvent, par exemple, utiliser Code Carbone et intégrer et par exemple passer à des instances de calcul qui sont alimentées par l'énergie renouvelable. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée chez Hugging Face, c'est de comprendre où tourne notre calcul et essayer de tout mettre, enfin tout porter, tout switcher à des instances qui étaient au moins, parce qu'en fait c'est très très rare qu'on ait assez de puissance de calcul pour l'IA qui est 100% renouvelable, mais au moins il y a comme un mix de hydroélectricité et gaz naturel par exemple, et pas 100% gaz naturel. Donc il y a des choses comme ça qui sont vraiment très techniques, mais il y a aussi des solutions ou des pistes de comportementaux. Donc tout ce qui est ne pas utiliser l'IA générative quand c'est pas nécessaire, parce que je ne suis pas du tout contre utiliser ChatGPT, mais l'utiliser de manière pour tout. Je trouve que c'est vraiment dommage. Genre les gens qui me disent maintenant raisonnée quoi. Ouais, j'ai plus de calculatrice, j'utilise ChatGPT. Pour moi ça c'est c'est un peu dommage. Ouais. Qui m'insupporte, mais même pas que à cause de l'empreinte carbone ou l'utilisation énergétique, parce que c'est pas fait pour être une calculatrice. Exactement. On a quand même Cédric Villani qui nous avait dit je rappelle que les IA génératives ne sont pas faites pour être fiables. Alors autant sur des calculs, je pense que ça peut passer. Mais tout à fait. Et ça peut non seulement ça peut imaginer, halluciner des choses, mais aussi ça utilise au moins, je pense, 10 000 fois plus d'énergie qu'une calculatrice. Qui elle peut être solaire pour le coup, parce qu'il y a de plus en plus de calculatrices solaires. Mais si on en revient juste un instant sur le mix énergétique qu'il faut, parce qu'on en a parlé effectivement dans la première séquence, on entend dire beaucoup que l'avenir est plutôt à des modèles plus frugaux, donc des plus petits modèles qui vont tourner presque entre guillemets en local. Et est-ce que ça peut du coup donner lieu à une alimentation énergétique qui soit par exemple du 100% renouvelable ? Est-ce que toi tu crois à ces modèles-là, et si oui, à quelle échéance et puis dans quelles conditions également ? En fait, oui, peut-être l'avenir appartient au modèle plus petit, mais en fait, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est des modèles de plus en plus grands. D'ailleurs, récemment, on a publié un article avec Gaëlle Varocco, qui est un chercheur en France, et Meredith Whittaker, qui en fait est la directrice de Signal, l'application de messages. En tout cas, on a fait un peu une analyse et en fait, les modèles deviennent de plus en plus grands, et non seulement ça a des conséquences environnementaux, mais aussi de concentration de pouvoir, parce qu'il y a de moins en moins d'organisations qui peuvent se permettre d'entraîner des tels modèles. Et donc, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui parlent des modèles de plus en plus petits, mais en réalité, en production, ce qu'on voit, c'est des modèles de plus en plus grands, ou bien un genre d'approche à deux phases, par exemple pour Siri et Alexa. Et quand on parle à un assistant d'IA, souvent il y a un modèle local qui va détecter juste Alexa sur le speaker, l'enceinte, et après ça l'enregistrement lui-même va quand même être envoyé dans un centre de données. Donc il y a très peu de choses qui tournent en local dans beaucoup d'applications d'IA qu'on utilise tous les jours. Donc oui, ça serait bien d'aller dans cette direction-là, mais c'est pas là où on s'en va. Et en fait, contrairement, je pense que les compagnies, ils veulent avoir des modèles qui sont de plus en plus grands et capables de faire. On les entend tous parler de AGI, l'intelligence artificielle générale. Moi, donc ça nécessiterait des opinions très fortes là-dessus. On peut en parler. On va t'écouter. Même si effectivement, avant même de savoir si c'est faisable, entendable ou pas, il va falloir des gros volumes. On a vu Elon Musk qui a fait une razzia sur les GPU justement de Nvidia, et qui a le plus gros supercalculateur au monde aujourd'hui. Donc dans cette perspective de AGI, qui utilise de l'énergie non renouvelable. Forcément. Je veux dire, je pense que c'est au Texas ou quelque chose comme ça. C'est une des pires. C'est comme charbon, impitoyable. 95%. Mais tout ça pour dire, avec une question un peu provoque, si tu nous dis oui, ça serait bien les modèles qui tournent en local et des modèles plus frugaux, mais l'avenir est quand même plutôt au gros mammouth, parce que c'est les grosses big tech qui sont derrière, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu finalement comme le vœu pieux de passer tous à de l'open source, parce que ça serait quand même vachement mieux, et on continue d'acheter des licences à Microsoft et compagnie? C'est pour ça que j'ai choisi de travailler chez Hugging Face il y a 3 ans, quand je finissais mon postdoc. Je travaillais à Mila avec Yoshua Bengio, et puis j'ai vraiment
pensé. Et j'ai fait un choix très, très conscient de pas aller travailler dans une compagnie de big tech parce que je voyais déjà le début. Moi, j'ai toujours été dans les modèles de langue. J'ai commencé à travailler là-dessus pendant ma licence. Et en fait, c'était toujours mon truc. Mais avant, c'était beaucoup moins populaire. Tout ce qui était très populaire, c'était les modèles d'image, des visions. Et donc, ça faisait son petit truc. On pouvait entraîner un modèle sur son laptop. C'était très démocratique. Et puis, déjà, il y a 3-4 ans, je voyais le début des grands modèles de langue et je voyais la direction que ça prenait. Et je voulais pas en faire partie. Je pensais que justement, aller travailler dans une grosse boîte qui a des dizaines de milliers de GPU, c'était pas bien pour la communauté en général, parce que le petit jeune qui fait son doctorat dans une petite fac qui a pas de super ordinateur ne pourra pas compétitionner avec ces grands géants. Et donc j'ai fait le choix très conscient de pas gagner autant d'argent, mais de travailler chez Hugging Face parce que je crois vraiment dans la mission de démocratisation et aussi dans le progrès graduel parce que en fait moi je peux entraîner un modèle, le mettre sur Hugging Face, passer à autre chose, quelqu'un d'autre peut le reprendre, l'adapter, continuer à construire, faire une start-up, vendre l'outil. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment. Ça c'est l'approche ouverte de incrémentale, et aussi trouver un bug. Parce que par exemple moi sur mon ordinateur j'ai Linux, j'ai pas Windows, j'ai pas App. J'y crois vraiment à cette philosophie. Et je pense qu'en IA ça fait beaucoup de sens parce que on peut jamais trouver les bugs tout seul, même si on est Google et puis on a des centaines de milliers de personnes qui les cherchent. Je pense que c'est justement l'union fait la force. Et il faut ouvrir ça. C'est pas des bugs au sens classique du terme où il y a un problème dans le code, on change le code et puis c'est reparti. Non, c'est l'influence de toute la corrélation des milliards de données qui ont été utilisées qui peuvent amener des fonctionnements non attendus. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autant plus besoin de la communauté. Oui, maintenant on a par exemple les bug bounty ou les bias bounty, on parle de ça pour les modèles d'IA, et en fait on trouve que même pour les modèles qui ont été testés vraiment à mort dans les grandes boîtes, après ça quand on ouvre les tests à un plus grand public, ça va être des populations qui faisaient pas partie de ces boîtes-là à la base et qui vont trouver des comportements toxiques, je sais pas, un modèle de langue qui peut générer une recette pour une bombe ou des choses comme ça que peut-être dans une boîte ils vont pas forcément tester ça, mais ils vont tester je sais pas, des réponses à des questions de je sais pas, de cartes bancaires ou des choses un peu plus vanilla comme on dit. Et d'où la diversité qui est importante. Effectivement, juste clarifie les bug bounty et les bias bounty pour les biais. C'est finalement des chasses aux bugs, des chasses aux biais organisées ouvert de façon collaborative, publique, avec plein de monde qui peut y participer. Effectivement, pour le collaboratif, la diversité aussi, qui est importante pour arriver à faire la chasse à tout ça. Moi, j'ai une question un peu chaude finalement. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'IA générative et est-ce que c'est une bonne chose que l'IA générative arrive aujourd'hui alors qu'il y a une telle prise de conscience des enjeux climatiques ? Je pense que c'est une question très philosophique, peut-être pour Giada plutôt que moi, mais moi je vois l'intérêt de l'IA générative dans des cas très bien définis. Et je peux pas dire que ça sert à rien de manière générale. Non, il y a quand même des utilisations qui sont très utiles, mais j'aime pas la manière dont on vend l'IA générative comme la solution à tous les problèmes. Et c'est ça qui me dérange parce que non, ça va pas résoudre tous nos problèmes, ça va peut-être en créer plus que ça résout, mais il y a quand même des utilités à l'IA générative. Il faut juste être très conscient des cas d'utilisation. Et je pense que il y a une part de marketing, il y a une part de naïveté, il y a une part de plein de choses, mais après, là on est en train de se répandre à une telle vitesse, c'est ça qui est effrayant. Mais alors, en fait, l'IA a toujours vécu ces étés et ces hivers, donc je pense qu'on fait partie. Là, c'est l'été de l'IA générative, et puis dans tel été, on l'a jamais. On tel été de l'IA comme ça. Mais justement, parmi les usages qui vont être utiles, il y a aussi tous les usages quand même de l'IA qui va pouvoir être appliqué à la résolution de la crise climatique, à la modélisation, on parle de jumeaux numériques de la Terre parfois, en tout cas la modélisation d'enjeux climatiques forts. C'est des choses que tu portes. Où en sont les travaux là-dessus ? Quels sont les espoirs que l'IA pourrait donner pour réduire la crise climatique aussi ? En fait, Climate Change AI, donc cette organisation dont je fais partie, ça rassemble toute une communauté de gens, non seulement en IA qui veulent aider à combattre la crise climatique, mais aussi des gens de la biologie, de tous ces sous-matières, parce qu'on parle de climat, mais en fait, il y a tellement de poches et de communautés au sein de cette communauté climatique, en tout cas, qui veulent apprendre l'IA pour aider, pour
amplifier leurs efforts existants. Parce que l'IA, c'est jamais la solution. Ça fait partie d'une solution, mais c'est jamais la solution. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que je pense que l'IA générative a pas encore vraiment fait. Je veux dire, il y a beaucoup de prototypes, il y a beaucoup d'applications qui pourraient avoir un impact, mais à date, c'est vraiment des modèles non génératifs qui ont été les plus positifs. Donc, on voit beaucoup par exemple, de classification, de prédiction, mais vraiment numérique dans tout ce qui est, par exemple, vraiment de modélisation climatique au sens pur. On voit beaucoup de jumeaux numériques, mais aussi, par exemple, des applications un peu plus invisibles. Donc, par exemple, la prédiction de maintenance de réseaux énergétiques, par exemple. Souvent, il y a un bris et ça cause, un problème, et puis des gens perdent l'électricité, mais on peut quand même essayer d'anticiper cela en essayant d'analyser des courants, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'applications comme ça, mais c'est vraiment des applications, mais un peu old school, justement, des modèles assez simples. On est dans de la classification, de la prédiction, la modélisation, mais numérique, finalement, à assez grande échelle. Ouais, exactement. Et en termes génératifs, il y a une application, une famille d'applications que je trouve assez intéressante, c'est pour les batteries, pour les matériaux. Et donc, en fait, générer des nouvelles combinaisons de molécules qui pourraient donner des meilleures batteries que les batteries à lithium qu'on utilise de maintenant. Mais en fait, en ce moment, ça reste des startups, ça reste des projets académiques. On n'a pas encore eu une batterie qui était découverte grâce à l'IA générative. Oui, mais l'IA générative, on peut quand même espérer que ça permette de faire des découvertes de rupture, des découvertes scientifiques de rupture aussi. Il y avait ce cas de l'IA générative qui avait découvert je ne sais plus combien de milliers de matériaux possibles, alors que l'humanité n'en a découvert que quelques dizaines ou quelques centaines. Non, justement, je te demande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? C'était le tableau périodique, c'est ça qui était revu à la hausse ? Non, c'était pas le tableau périodique, c'était vraiment des nouveaux matériaux qui étaient inventés par l'IA générative, et puis toutes les possibilités. On avait dit génial, on va trouver plein de nouveaux matériaux qui vont être moins coûteux en énergie à produire, qui vont amener plein de nouveaux progrès. Mais tu me dis qu'il y a une polémique derrière. Alors, mais après ça, donc ça, c'était fait par un labo informatique. Et puis après ça, chez Google DeepMind. Et après ça, il y a des scientifiques en physique, chimie physique, je pense, qui ont analysé. Ils ont pris un échantillon et ils ont analysé, parce qu'en fait, c'était comme des millions de candidats. Puis ils ont dit que la plupart, c'était des dérivés de choses, de matériaux existants, mais avec des tout petits changements. Donc en fait, oui, je pense qu'il y a 1% ou 5%, je sais pas, mais c'était pas 100%, c'était vraiment, Et donc, en fait, c'est ça le problème un peu avec, en fait, il s'avère que les gens qui font de l'IA ont un peu une mauvaise réputation en dehors de notre domaine, parce que on est très orgueilleux, parce qu'on pense qu'on va résoudre des problèmes sur lesquels travaillaient des gens en physique, en biologie, etc. pendant des décennies, voire des millénaires, dans le cas de la moralité, la philosophie. Et donc, on a tendance à dire, là, on a appris plein de données, puis on a trouvé la solution, puis voilà la solution, et puis passer à autre chose. Et puis, les gens dans ce domaine-là, quand ils prennent ces solutions, ils les regardent et puis ils disent oui, mais en fait c'est des solutions très naïves ou sous-informées ou incomplètes. Et en fait, il faut vraiment travailler avec les gens dans ces domaines-là pour pouvoir attends, moi je te donne une autre piste. Juste Sacha, je veux qu'on explore plusieurs pistes pour se dire est-ce qu'il y a un peu d'espoir là-dedans. L'IA générative pour générer des données synthétiques qui vont nous permettre, alors je vais expliquer en même temps pour tout le monde, qui vont elles nous permettre de mieux modéliser partout où on n'arrive pas à avoir assez de données. C'est-à-dire, l'IA générative va permettre de générer des données qui n'existent pas. Ce sont des données de synthèse qui ne viennent pas de la réalité, mais qui savent parfaitement simuler la réalité. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de données pour entraîner ensuite des IA prédictives et des IA qui savent catégoriser, permettant donc d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur l'environnement, de mieux le modéliser pour arriver à mieux résoudre la crise climatique. Je schématise un peu. Il y a de l'espoir là-dedans ou on n'y croit pas trop non plus ? En fait, le problème avec les données synthétiques, c'est qu'ils ont tendance à amplifier les patterns, les biais, etc., qui existent déjà dans les données. Donc, par exemple, si on voulait faire des données synthétiques de CV de gens qui travaillent chez Apple, ça va être que des gars avec des diplômes en informatique. Et en fait, pour la crise climatique. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est un peu la même chose. Tu prends un jeu de données, tu le dupliques et puis exactement, ça va amplifier, ça va multiplier les biais existants et c'est très difficile de débiaiser des données synthétiques parce que c'est pas des vraies données. Donc oui, il y a de l'espoir dans les données synthétiques, mais souvent ça va être juste des variations sur un thème existant, voire des amplifications d'un thème existant et générer des données synthétiques dans les cas où on n'a pas de données, là c'est vraiment dur.
encore plus compliqué. Rappelons que c'est très utilisé, notamment en médecine, pour créer des cohortes différentes de patients pour tester justement des scénarios différents. Thibaut, tu voulais intervenir ? Alors, il y a plusieurs points qui m'interpellent. Donc, c'est déjà d'essayer de trouver des solutions à travers les IA génératives. J'aimerais bien t'entendre un petit peu plus, parce que de ce que l'on entend dans les IA génératives, c'est que déjà, elles ne sont pas faites pour entre guillemets exprimer une vérité. Elles sont là juste pour générer du texte ou façon de parler. Donc derrière, quand on dit qu'on va essayer de solutionner quelque chose avec des choses qui sont pas faites pour dire des choses vraies, ton exemple justement sur le corpus des travaux qui ont été trouvés, on se dit bah oui, non mais en fait c'est un peu binaire ce qu'ils ont dit, enfin c'est pas réfléchi, c'est pas pensé, normal parce que ça pense pas une IA déjà. Mais globalement, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre avec quelque chose dont le fait n'est pas de dire une vérité? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ça? Mais en fait, la vérité, c'est un concept relatif. Non, mais... oui, mais en réalité, c'est juste. Mais justement, par exemple, si on parle de batterie, là, la vérité, c'est des batteries à base de lithium. Mais en fait, peut-être il y a plusieurs vérités à base de d'autres molécules qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient être plus prometteuses que des batteries qu'on utilise nous en ce moment. Même chose pour les antibiotiques, même chose pour plein de... En fait, il n'y a pas de vérité absolue dans ces domaines-là, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est de tester les hypothèses émises par l'IA de manière numérique, enfin dans le monde abstrait du numérique, avec des vraies synthèses dans la vraie vie, essayant de créer ces molécules-là, et en testant, par exemple, s'ils tiennent une charge et pendant combien de temps. Donc on peut pas juste s'arrêter et dire notre IA a généré des millions de candidats potentiels. Après ça, il faut tester ces candidats-là dans le vrai monde. Mais c'est justement ça où il peut y avoir le problème, c'est-à-dire qu'avec une IA générative, on va réussir à avoir des millions de cas, et si on veut vraiment la vérité, il va falloir tous les tester, et on n'a pas d'une vie pour tester tous ces millions de cas, donc c'est un peu le petit bonheur à la chance qu'on va avoir. En fait, je pense que beaucoup de pistes prometteuses ça va pas être de générer des millions de cas, mais générer, je sais pas, 100 candidats, les synthétiser, et après ça, récolter les données de cette synthèse pour alimenter le modèle pour qu'il devienne de plus en plus précis. Mais en fait, il faut vraiment travailler avec des scientifiques du domaine pour pouvoir faire ces tests-là, parce que les gens en IA n'ont pas la capacité normalement à générer des molécules dans la vraie vie. Donc en fait, ça va être des partenariats avec des labos de recherche ou avec des compagnies qui font ces recherches-là pour essayer de faire ça de manière itérative, pour à chaque fois améliorer la précision du modèle, pour effectivement ne pas avoir 1 million de candidats qui marchent pas, mais avoir 10 candidats qui marchent très bien. Sacha, pour finir cette séquence, j'ai la question qui tue. J'ai la question que je rêvais de pouvoir te poser et qui m'obsède à peu près tous les jours. Est-ce que tu penses que peut-être avec le temps aussi, d'ici quelques années, on va parvenir à ce que l'IA crée une balance CO2 positive? C'est-à-dire que les gains qui seront amenés par l'IA, tu as l'air assez sceptique là-dessus finalement, à t'entendre, par l'IA de manière globale, pas que générative, versus les coûts CO2 qui vont être amenés par les mécanismes que tu nous as expliqués au départ, ça fera quand même quelque chose de positif. On peut y croire, ou on est en train vraiment d'aller à notre perte en termes carbone avec l'IA? Moi, je pense que d'ici quelques années, on va arrêter d'essayer de mettre de l'IA générative partout et on va se concentrer sur effectivement les cas de figure qui fonctionnent. Et là, on va éventuellement arriver à une balance, comme tu dis, mais ça va prendre du temps et ça va être vraiment... Le problème, c'est vraiment ça, c'est une frustration que j'ai. Ce mot en français n'existe pas. Incentives. Les motivations. Les incitations. Les incitatifs, exactement. Mais genre, est-ce que le verbe existe? En tout cas, incentiver les gens à prendre ces décisions-là, d'aller dans la bonne direction. Et c'est ça qui manque en ce moment pour moi. C'est-à-dire la bonne direction de dire utilisez pas l'IA générative. Ouais, dans la direction IA frugale. Genre, on n'a pas besoin de l'IA générative dans nos moteurs de recherche et dans mais là, c'est le nouveau jeu, là. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'avant même les IA, les incentives pour inciter justement les gens à avoir des comportements différents, que ce soit avec la voiture ou autre chose, ça a mis énormément de temps à venir, ça a mis encore plus de temps à convaincre les gens, et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours pas fait. C'est les petits gestes du quotidien, et donc c'est le end user à qui on demande de faire des efforts, et c'est pas les infrastructures, parce que on pourrait aussi terminer cette séquence avec cette question, et ce qui va nous amener à la troisième. On va tous poser une dernière question. C'est de se dire, effectivement, est-ce que c'est plutôt du ressort du end user de devoir prendre conscience
que ces usages et donc les inférences dont on a parlé pèsent lourdement dans la balance, ou est-ce que c'est aux infrastructures, c'est-à-dire à ceux qui font la tech et puis à ceux qui la régulent aussi, d'agir? Alors on vous laisse réfléchir à ça pendant la philothèque d'Emmanuel Goffi et on y répond dans la 3e séquence. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Le 8 octobre dernier, le prix Nobel de physique était attribué à 2 des pères de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton et John J. Hopfield. Et à cette occasion, tu voulais partager ton sentiment sur ce que l'on appelle les repentis de la Silicon Valley. Alors il semble en effet que la mode est au repentir, une forme de réveil éthique tardif de la part de certains acteurs de la tech qui se rendent compte de leur contribution au développement d'intelligence artificielle potentiellement dangereuse. C'est en 2018 en fait qu'on a une vague de repentis, dits de la Silicon Valley ou des applis, qui apparaît dans les médias. Et ce sont majoritairement des anciens de Meta, alors Facebook, tels que Sean Parker, son premier président entre 2004 et 2005, Justin Rosenstein, inventeur du bouton like, Roger McNamee, un des premiers actionnaires du réseau, Tristan Harris, qui a aussi d'ailleurs œuvré comme éthicien du design chez Google de 2011 à 2013, mais également des repentis d'autres grandes entreprises de la tech, telles que Lynn Fox d'Apple, Mark Benioff de Salesforce, Greg Hochmuth, ancien ingénieur d'Instagram, ou encore Hadza Raskin, qui est un ancien d'Apple et de Mozilla, inventeur de ce qu'on appelle le scroll infini en 2006. Alors on peut bien entendu se réjouir du mea culpa et louer leur prise de parole lorsqu'ils dénoncent tant les agissements des big tech que les leurs, mais on peut tout aussi bien s'interroger sur la sincérité de ces repentirs et sur leur utilité, voire sur leur raison d'être. Mais quel rapport avec le prix Nobel de physique alors? Eh bien, nos 2 récipiendaires, Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto et John Hopfield de Princeton, bien qu'ils ne soient pas stricto sensu des repentis, eh bien, ils portent un discours alarmiste sur l'IA, en soulignant d'ailleurs les potentielles dérives. Hinton alerte d'ailleurs sur l'utilisation de l'IA par des acteurs malveillants et même sur le risque existentiel que feraient peser ces technologies sur l'humain. C'est plutôt une bonne chose que 2 personnages de ce niveau-là alertent sur les risques de l'intelligence artificielle, non? Alors, je rappelle que, comme indiqué sur le site du célèbre prix, Alfred Nobel désirait que sa fortune soit utilisée pour récompenser, je le cite, ceux qui, au cours de l'année précédente, auront, et c'est important, apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Alors du coup, moi je m'interroge. D'une, comment est-ce qu'on peut considérer que des travaux favorisant le développement de l'IA, dont Hinton et Hopfield et bien d'autres soulignent les potentiels méfaits, apportent le plus grand bénéfice à l'humanité? De 2, comment 2 personnalités qui alertent sans ambiguïté sur les dérives et risques potentiels, dont le risque existentiel tout de même, peuvent accepter ce prix. Alors imagine 2 secondes que tu crées un objet technique, pour reprendre la formule de Simondon, dont tu sais qu'il peut mettre en péril l'humanité. Est-ce que tu trouverais normal et acceptable d'être récompensé pour avoir créé cet objet au motif qu'il est au plus grand bénéfice pour l'humanité? Alors, sauf à penser que la menace existentielle est bénéfique pour l'humanité, eh bien moi je pense qu'on nage en pleine schizophrénie. Donc pour répondre à ta question, là encore, j'interroge les motivations et la sincérité de ce début de repentir sous forme d'alerte de 2 universitaires indiscutablement brillants, au sommet de leur carrière et d'un âge plus que respectable, 76 ans pour Hinton, 91 pour Hopfield. On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un chant du cygne au moment où ni l'un ni l'autre ne risque plus grand-chose. Alors le courage vient toujours plus facilement lorsqu'il n'y a plus de risque et le conformisme n'est plus si pesant quand il n'y a plus d'enjeu. Finalement, c'est une question de courage, celui de dire les choses lorsqu'elles peuvent nous porter préjudice. Alors certainement, mais c'est surtout une question, à mon sens, de responsabilité. La responsabilité que nous avons chacun et chacune, et en particulier celles et ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine des technologies, de nous questionner sur nos actes et sur leurs conséquences potentielles, non pas une fois qu'on s'est engagé dans l'action, mais avant. Avant de lancer en fait une dynamique irréversible dont les conséquences potentiellement désastreuses n'auraient pas été sérieusement envisagées. Alors dans son ouvrage Le principe responsabilité, le philosophe Hans Jonas proposait l'impératif suivant, justement appliqué aux technologies. Il disait « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Autrement dit, qui ne menace pas la pérennité de l'humanité. Eh bien aujourd'hui, moi je propose l'impératif Trench Tech, qui dirait « Fais en sorte d'exercer ton esprit critique sur la désirabilité et l'acceptabilité éthique a priori des actions que tu envisages pour en évaluer et en contrôler les conséquences en pleine responsabilité. » Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Ah, merci Emmanuel. Bon, faut-il choisir entre innovation et responsabilité ? Peut-on concilier performance économique et réduction des externalités négatives ?
Au-delà du greenwashing et du social washing, beaucoup d'entreprises en sont encore pour le moment à se demander comment ne pas rater le virage de l'IA. Mais ce n'est pas toujours simple de ne pas confondre vitesse et précipitation, au risque de ne pas prendre en considération les enjeux sociétaux de cette vague de transformation technologique. Alors Sacha, comment les entreprises peuvent-elles transformer ces défis en opportunités en intégrant des pratiques durables, éthiques dans leur stratégie IA ? Pas simple comme question, mais on va essayer de rentrer dans le fond du sujet. Je pense que beaucoup de compagnies ont déjà, soit volontairement ou par voie de régulation, ils ont déjà des stratégies ESG de différents types. Et en fait, le problème que je vois en ce moment, c'est que l'IA ils figurent pas parce qu'ils comprennent pas trop les externalités, les coûts de l'IA. Donc en fait, le défi en ce moment, c'est de voir comment l'utilisation de l'IA va impacter les stratégies ESG des compagnies. Et pour ça, il faut avoir des experts. Et honnêtement, il n'y a pas assez d'experts qui peuvent, je sais pas, d'être en conseil ou arriver et dire, là, tu fais du ciment et je sais pas, tu utilises l'IA de telle manière, ça représente tant de gaz à effet de serre et voici ce que tu peux faire pour réduire cette quantité-là. Donc il y a un sujet de formation finalement, des ingénieurs en informatique, des consultants, des développeurs, pour accompagner aussi sur tous ces sujets de l'IA frugale, c'est un peu l'étiquette qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Exactement, et aussi de transparence, parce que par exemple, si une compagnie va utiliser ChatGPT... Ah oui. Oui. Non, ils n'ont pas les chiffres. Ils n'ont pas les chiffres, c'est ça la chose. Ils font pas leur propre IA à l'intérieur de leur boîte, ils n'ont pas forcément ces informations-là, et donc ça n'existe pas quelque part. Ce qui est très rarement le cas. En tout cas, sur l'IA générative, il n'y a aucune boîte qui se dit allez tiens, je vais créer moi-même mon propre modèle de langage. Non, mais il y en a par exemple les digital twins qui utilisent l'IA générative, c'est souvent des choses qui sont faites à l'intérieur. Oui, exactement. Mais effectivement, si tu utilises un dérivé de ChatGPT ou autre, Claude ou Gemini, t'as pas ces informations-là. Et en fait, malheureusement, les gens ont tendance à penser que les coûts n'existent pas comme ils les connaissent pas. Alors, il y a un véritable scandale qui tourne en ce moment. Tu dis qu'il y a un manque de transparence des grandes entreprises de la tech là-dessus. Mais certains disent même qu'ils mentent. Il y a un article du Guardian qui révélerait que les émissions de gaz à effet de serre de data center de Google, Microsoft, Meta, Apple pourraient être 7,62 fois supérieures aux émissions de gaz à effet de serre que ces entreprises annoncent. En fait, c'est déjà un truc gigantesque, tu nous l'as dit, et en plus, ça pourrait être 7-8 fois le chiffre qu'eux-mêmes ont communiqué. Ouais, en fait, ça tourne autour de la comptabilité carbone et en fait de la compensation. Et en fait, souvent, ces compagnies-là vont compter du offsetting, de la compensation qu'ils vont faire comme faisant partie de la réalité de la chose. Ah oui. Mais en fait, c'est-à-dire ils disent on est en train de planter des arbres et ils enlèvent directement le CO2 qui sera absorbé par les arbres dans les 150 ans. Ça fait partie du greenwashing parce que c'est pas différent. C'est un scandale. C'est pas les arbres en tant que tel, mais il y a des mécanismes, par exemple, qui font que pour chaque kilowattheure d'énergie non renouvelable, genre par exemple 100% charbon, on va utiliser, je sais pas, 1000 mégawattheures d'énergie. Et après ça, on va acheter 1000 mégawattheures d'énergie renouvelable qu'on va pas utiliser, mais on va quand même acheter. Donc on va pas payer. Ils disent qu'ils payent le double pour leur énergie, ce qui est vrai, mais ils vont pas utiliser l'énergie renouvelable et ils vont la remettre dans le pot commun, donc les gens peuvent l'utiliser là où elle est générée. Ouais. Et ils considèrent qu'ils ont compensé leur énergie 100% charbon avec une énergie 100% renouvelable, mais qui n'a jamais été jamais été utilisée par eux en tant que tel. Et donc en fait et ils font ça depuis des années. Et en fait c'est les plus grands acheteurs de ce genre de mécanismes de compensation. On appelle ça des renewable energy credits, et en fait il y a comme tout un marché, une structure globale, et en fait Google, Amazon, Microsoft, etc. sont parmi les plus grands acheteurs depuis des années de ce genre de offset de compensation. Sacha, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'entreprises qui se posent la question en ce moment en France, comment aller sur cette voie de l'IA et comment faire notre transformation, conduire notre transformation en déployant de l'IA dans nos stratégies. Qu'est-ce qu'on répond à des dirigeants d'entreprises qui actuellement se posent la question de comment on va vers l'IA avec
toutes les promesses que ça charrie de gains, de productivité, etc. Comment on leur parle en leur disant allez-y, mais en prenant en considération les enjeux environnementaux qui sont derrière, avec quoi il faut commencer, à quoi ils doivent penser pour commencer? C'est comme toute technologie. Moi, donc après mon doctorat, j'ai passé plusieurs années à travailler en entreprise. J'ai travaillé chez Morgan Stanley en finance et ayant vu ça, je sais que les compagnies sont pas bêtes. Ils prennent des décisions d'une manière très parfois c'est quelqu'un qui se réveille qui dit on doit faire l'IA, mais souvent c'est de l'analyse de coûts et bénéfices. Et en fait, souvent ils se concentrent que sur les bénéfices et ils ont pas accès aux coûts. Ils considèrent pas les coûts. Et en fait, je pense que pour cette prise de décision-là, il faut vraiment s'asseoir ou prendre le temps de réfléchir et dire oui, l'IA générative, ça peut faire ceci et cela spécifiquement pour notre entreprise, mais voici les coûts que ça va engendrer, pas seulement environnementaux, mais aussi, par exemple, des coûts réputationnels. Qu'est-ce qui se passe si le chatbot hallucine un truc et puis, genre récemment, il y avait Air Canada, notre plus grande compagnie aérienne, qui a dû payer des dommages parce que leur chatbot a répondu à un truc qui était faux. Il a proposé des billets à des tarifs qui n'étaient pas du tout validés. Exactement. Et donc en fait, il faut penser aux coûts. Exactement, aux coûts sociétaux, réputationnels, etc. et faire ce genre d'analyse. Mais en fait, je ne sais pas s'il y a des compagnies de consulting qui font ce genre d'analyse-là, parce que il faut bien comprendre l'utilisation éventuelle et les choses qui peuvent mal tourner dans cette Oui, alors autant sur les risques réputationnels, etc., il peut y avoir de la matière, autant, on l'a dit depuis le début de cet épisode, c'est extrêmement compliqué de savoir mesurer très concrètement quelle est l'empreinte carbone, pour faire très très court, d'une stratégie IA, appelons-la comme ça là aussi pour faire un peu schématique. Donc c'est compliqué. À qui il faut s'adresser véritablement? Est-ce que ce sont vraiment les Big Four ou les Big Five des cabinets de conseil? Je ne sais pas. Toi, tu conseillerais quel type de profil à intégrer dans l'entreprise sur ces aspects-là? C'est la direction de la RSE qui doit s'emparer du sujet? C'est la DSI? C'est qui exactement? En fait, je trouve que particulièrement en matière impact environnemental, il y a vraiment peut-être une vingtaine de personnes dans le monde qui ont cette compétence-là. Donc, en fait, j'ai vraiment du mal à dire. Je sais que j'ai beaucoup de requêtes, j'ai pas assez de temps, mais en fait, j'ai pas trouvé une compagnie de consulting ou autre qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est impact environnementaux Est-ce que finalement le vrai problème de tous ces sujets-là, puisqu'on parle d'impact environnemental et qu'on parle aussi d'impact réputationnel, aujourd'hui autour de l'IA, il n'y a pas de, entre guillemets, grand scandale. Et donc derrière, tant qu'il n'y a pas de grand scandale, si je fais la mesure probabilité des risques et effectivité du risque, je me dis, bon an, vaut mieux que j'y aille parce que tous les autres de toute façon vont se lancer et que pour le moment, t'es gentil, mais il n'y a pas de raison qu'on vienne me taper dessus parce que je l'ai pas fait. Enfin, parce que je l'ai fait, plutôt. Ouais, c'est le faux mot. Oui. Oui, il y avait quand même plusieurs grands... Il y avait Google justement avec Bard, ils ont perdu 100 milliards d'évaluations un jour parce que leur démo de leur outil génératif a directement halluciné un truc qui était faux. Donc je pense qu'il y a quand même eu peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui est un grand scandale, c'est difficile à dire, mais il y avait eu quand même des moyens scandales qui ont fait l'affaire et je pense que surtout dans les domaines de finance, de vraiment où genre, tu peux pas vraiment raconter n'importe quoi. Éventuellement, en marketing, tu peux, mais à la limite, Allez, les amis marketeurs, mais en finance, si tu racontes un truc, genre, chez Morgan Stanley, si t'avais donné un conseil qui coûtait $1 million à ton client, c'était toi qui étais coupable. Donc, dans ces industries-là, je vais être l'avocat du diable. Je crois que ça va être mon épisode où je vais tirer le sujet qui va à l'opposé de mes convictions. Il y a eu assez récemment plusieurs scandales dans le domaine de la nourriture. On se souvient du lait pour bébé qui avait je sais plus c'était quelle maladie ou quelle bactérie dedans. Il y a eu les pizzas, je crois que c'était Buitoni, je veux pas citer la marque, peut-être que je me trompe, mais qui avait eu et au final il y a eu une étude qui est sortie en disant ce genre de scandale ça perd 1 an de valeur et au bout d'1 an on a oublié qu'il y avait eu ce scandale là. Je redis, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai scandale. Quand on dit Google a perdu, oui, il a perdu peut-être en valeur. Après, il est remonté à sa hauteur. Quand on regarde les nombres d'amendes... Il n'y a pas de bébé mort à cause des IA génératives. Hein ? Non.
Il n'y a pas de bébé mort à cause de l'IA générative. C'est ça qu'on est en train de dire. Et donc, en fait, les gens s'en foutent. Et même, je pousse le scandale beaucoup plus loin. Et même quand on sait que Facebook a été mis en procès pour mettre en danger la vie des jeunes, même Facebook continue de gagner des parts de marché. Voilà. Alors, quelle est la question, Thibaut, du coup? Du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Il veut du scandale. Jusque-là, on est d'accord. Il veut du sang, de la chicken. Voilà, c'est ça, du scandale. Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens se rendent compte que déjà, il faut qu'on agisse et il faut qu'on agisse ensemble sur ce sujet? Ben en fait, je pense que je suis d'accord, on a un genre de biais cognitif de temporalité, et même les ouragans, les choses comme ça au niveau de changement climatique, on les oublie assez rapidement. Mais si on continue à en parler, je pense qu'il y a beaucoup de médias et de chercheurs, etc., qui ont pris cette voie-là, cette stratégie-là, de continuer à en parler, de rappeler, de souligner. Et en fait, c'est un peu le rôle que je me suis donné, ou que j'ai accepté en tout cas, de toujours être celle qui fait chier sur un panel, qui va dire mais en fait, est-ce que oui c'est beau tout ce que vous avez dit, mais en fait, et les coûts de tout ça. Et je pense que ça prend plus de gens qui sont pas forcément aussi critiques que moi, mais qui sont un peu plus conscients et qui vont dire oui mais oui, c'est telle chose, mais à tel coût. Et je pense que éventuellement la conversation va commencer à intégrer les coûts autant que les bénéfices, parce que c'est vrai que c'est le nouveau joujou, et puis on a tendance à penser que aux fonctionnalités de ce joujou et pas forcément au prix que ça coûte, surtout qu'on connaît pas le prix. Et donc je pense qu'il faut continuer à itérer à quel point il faut de la transparence, il faut prendre des choix de manière informée, etc., etc. Et finalement, ça va commencer à influencer petit à petit les décisions prises par autant les consommateurs, mais aussi les compagnies, qui vont se rendre compte que tiens, on n'a pas donné cette information-là, donc les gens vont pas utiliser notre outil parce que je sais pas, Sacha Luciani a dit que l'IA générative ça consomme 50 fois plus que l'IA non générative. Peut-être ça va commencer à percoler dans les compagnies aussi. Et justement, Sacha, toi qui, dans tes travaux de recherche, j'imagine sur les phases terrain, étant en prise directe avec un certain nombre de cas d'usage, d'industries, d'entreprises, est-ce que tu as observé certaines industries qui seraient plus exemplaires que d'autres, ou peut-être certaines entreprises qui ont un temps d'avance sur les autres dans leur utilisation des IA de façon plutôt positive, en minimisant les externalités négatives? Je pense que oui, comme je l'ai dit, peut-être en finance ou en santé, mais c'est pas forcément à cause de la conscience, mais à cause des contraintes, parce qu'ils ont ces genres de domaines sont tellement légiférés et régulés, et c'est très bien qu'ils le soient. Et donc les compagnies ne peuvent pas juste commencer à mettre des chatbots dans tous les sens en finance qui racontent n'importe quoi, ça marche pas. Et je pense que pour le moment, c'est vraiment, ils sont motivés par des contraintes, et sinon ils aimeraient bien aussi, mais ils peuvent pas. Et sinon sur spécifiquement l'impact écologique. Écologique. Ouais. En fait, je vois qu'en France, on en parle beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. Souvent, en Amérique du Nord, les gens ont jamais entendu parler du fait que l'IA a une corporalité et une matérialité. Pour eux, l'IA, c'est vraiment quelque chose d'abstrait, très éphémère. Et donc, je pense qu'en Europe, on commence déjà à en parler, mais ça commence à peine. Et en fait, comme l'IA en elle-même est tellement sous-comprise, incomprise, je pense que ça fait que c'est encore plus difficile de comprendre son impact. Justement, tu as lâché le mot, tu disais certaines entreprises, ils sont un peu obligés par la réglementation. Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas accentuer la réglementation autour de l'IA et autour de son impact environnemental ? Ouais, je pense qu'il faut, mais avant de réguler, il faut mandater peut-être ou insister sur la transparence et sur la standardisation. Donc, par exemple, un projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est développer des genres de Nutri-Score, Energy Score pour des modèles d'IA. Et une fois qu'on a une règle commune pour mesurer l'impact énergétique, la consommation énergétique des modèles d'IA, là, on peut légiférer en utilisant cette règle comme base de comparaison. On peut dire un modèle qui a 3 étoiles, 3 sur 5 étoiles, peut seulement être déployé tant de fois par jour. Donc là, on peut vraiment commencer à contraindre, mais pour le moment, on peut pas contraindre parce qu'on n'a pas encore les standards. Cette transparence, elle est quand même demandée là dans le règlement sur l'IA, dans le règlement européen qui est passé au journal officiel là, en août 2024. Pas environnemental. Il y a cette transparence qui est demandée. Pas en matière environnementale. En matière environnementale, c'est encore volontaire et très très flou. Je pense qu'il y a quelques paragraphes là-dessus, mais c'est très abstrait. C'est genre il faut
communiquer sur les impacts environnementaux. Mais en fait, c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas de barème, pas de manière commune à comparer. Et donc, les gens peuvent dire, ah ouais, mais en fait, je sais pas, il y en a pas, ou il y en a très peu et t'as pas de manière de vérifier ça ou de. Ça, c'est pas que dans le numérique, d'ailleurs. Non, de manière générale, ouais. Même dans le milieu industriel, ils ont les mêmes problèmes. Qui vont comptabiliser l'eau. Ils vont dire les centres de données vont utiliser de l'eau pour le refroidissement. Il y en a qui vont dire juste l'énergie. Il y en a qui vont. Enfin, je veux dire, ça dépend de ce que tu veux divulguer. Et en fait, forcément, les compagnies vont divulguer le moins possible. Ouais. Et juste peut-être pour terminer le tour d'horizon entre les différents acteurs, les entreprises d'un côté, les institutions de l'autre avec la réglementation, quid des ONG, des associations? Est-ce que toi tu as observé des prises d'initiative ou des prises de parole en particulier pour justement transmettre et infuser cette batterie de questions que l'on se pose depuis tout à l'heure? En dehors de Trench Tech, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a plusieurs associations. Par exemple, il y a le Green Software Foundation qui travaille là-dessus. Mais il y a aussi des associations plus techniques. Par exemple, le IEEE, c'est une fondation, enfin, c'est une association vraiment en informatique qui maintenant travaille dessus. Et au prochain niveau, il y a par exemple l'OCDE et UNEP, la branche des Nations Unies qui est responsable pour l'environnement, qui commence à vraiment poser ces questions au niveau policy et politique. Donc c'est intéressant, mais ce que j'observe, c'est que c'est un peu comme les gens, enfin les personnes aveugles et l'éléphant, chacun tâte son côté de l'éléphant et puis chacun va essayer de mesurer sa petite partie, mais en fait ça manque un peu de cohésion tout ça. Donc il y en a qui vont parler vraiment juste de l'énergie et juste de la consommation énergétique de hardware. Il y en a qui vont dire ah non mais il faut penser à l'analyse de cycle de vie avec les matériaux rares et le transport et l'eau, etc. Et donc en fait ça perd un peu la granularité, ouais. Mais en fait, justement, il y a plusieurs événements, plusieurs initiatives qui démarrent en ce moment. Il y a vraiment un intérêt qui est déjà, déjà on peut bien. citer notamment l'AFNOR en France, qui a publié, là, c'était en juillet dernier, un référentiel pour l'IA frugale. Ouais, et maintenant, il travaille avec le ministère de comment vous appelez ça, ministère de l'environnement? Non, mais il y a un autre nom en France, ouais. Et il change assez régulièrement chez nous. La transition écologique. C'est quelque chose des territoires. En tout cas, il travaille avec l'AFNOR, et donc maintenant c'est vraiment rendu une coalition. Et en fait, en février, il y aura le sommet mondial, en février 2025, il y aura le sommet mondial de l'IA, Action IA. Et je pense que je vois déjà que l'aspect impact environnemental, ça commence à vraiment prendre l'ampleur dans le contexte de ce sommet-là. Ouais. Mais par rapport à cette idée de coalition ou du moins de cohésion à l'échelle internationale, sinon mondiale, est-ce que tu penses que c'est tout à fait envisageable, sachant qu'on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord tous autant qu'on est avec des blocs qui sont parfois très américano-centrés, le bloc asiatique, etc. Est-ce qu'on peut avoir une espèce d'ONU, entre guillemets, de l'IA propre? Est-ce que tu y crois vraiment ou est-ce que ça restera quand même par bloc? Je pense que justement l'ONU essaie de prendre cette place-là, mais en fait le problème avec l'IA, c'est qu'il n'y a pas de territorialité. Et donc, par exemple là, il y a l'Union européenne qui a sorti le EU AI Act, mais en fait il suffit qu'un modèle tourne aux États-Unis ou en Chine ou en Asie ailleurs, que le EU AI Act ne s'applique pas. Ou en fait c'est très difficile d'essayer de l'appliquer. Donc en fait je pense qu'avec l'IA ça échappe toujours à la régulation. Mais moi je crois plutôt dans les approches bottom-up de gens qui pratiquent l'IA et qui vont se mettre d'accord, qui vont créer des mécanismes un peu plus moins formels peut-être, mais plus communautaires, et on va se mettre d'accord sur mettons des standards ou des manières de faire qui vont après ça ils pourront être utilisés mais qui ont déjà un certain consensus au sein de la communauté. Eh bien, merci beaucoup, Sacha, pour ces échanges extrêmement riches. On n'en attendait pas moins. D'ailleurs, vous qui nous écoutez ou nous réécoutez, n'oubliez pas aussi d'aller réécouter l'épisode avec l'ADEME que nous avions reçu l'année dernière, donc en saison 2, épisode 6. L'intitulé de cet épisode, c'était « Sobriété numérique, quel scénario ?» Ils venaient tout juste de sortir leur nouveau rapport. Merci donc pour cet échange, Sacha. On rappelle également ton TED Talk « AI is dangerous but not for the reasons you think ».
D'ailleurs, c'est pas moi qui a choisi ce nom. En fait, quand on fait un TED Talk, on n'a pas le choix sur le titre qu'on écoute, il fallait faire un TEDx alors, parce qu'avec TEDx, tu peux choisir le titre et voilà, bim. Mais il n'empêche qu'avec ton TED Talk... il n'aurait pas été autant vu, je pense. Ah bah ça, c'est sûr. J'ai rien dit. Ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai senti Sacha qui fallait t'aider là-dessus. En fait, là, je vais peut-être faire un deuxième en mars, parce qu'il y a un événement spécifiquement sur l'IA, donc à confirmer. Des rares à faire plusieurs TED Talks, et celui-ci cumule déjà, au moment où on enregistre cet épisode, plus d'1 million de vues. Mais on rappelle également ton site web, sachalucioni.com, et celui de Climate Change AI, ça c'est important, climatechange.ai. Il y a vraiment beaucoup de matériaux là-dessus qui sont vraiment importants. En fait, il y a des sommaires interactifs qui sont vraiment bien aussi pour essayer d'avoir plusieurs thématiques et plusieurs approches que j'aime bien. Et je suis sûr qu'en plus, son code est passé par Code Carbone pour vérifier qu'il était bien clean. Ça rassemble plein de travaux de nombreux acteurs comme toi qui cherchent à mettre le machine learning au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais vous qui nous écoutez, restez encore quelques petits instants. Nous allons débriefer, Mick, Thibaut et moi-même, des propos tenus avec Sacha pour voir ce que l'on en retient. Merci Sacha. Merci énormément Sacha. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Wow. Bon les gars, vous connaissez mon caractère optimiste ? Non. C'est lequel ? Là, honnêtement, elle m'a pas donné grande raison d'espérer. On a quand même essayé sur plein de trucs. L'IA pour sauver le monde. Ouais, bof, pas trop. Non, mais on va être raisonnable. Ouais, bof, pas trop. Non, mais on va mieux communiquer sur les vraies empreintes. Ouais, mais c'est compliqué à mesurer. Les big tech veulent pas vraiment. C'est de ma faute, Mick. J'ai joué le ronchon tout le temps. T'as fait le ronchon ? Non, tu t'es fait l'avocat du diable, tu l'as dit, tu l'as tiré par la queue plus d'une fois, effectivement. Mais si je peux te rassurer, moi, il faut qu'on retienne les 5 dernières minutes qu'elle nous a dit, où effectivement, il y a un collectif qui est en train de se réunir ou de monter pour réfléchir sur tous ces impacts-là, qu'ils soient au niveau européen, au niveau mondial, au niveau local. Il y a vraiment des gens qui réfléchissent et qui essayent de regarder comment est-ce qu'on peut s'en sortir par le haut. Ça, il y a des gens qui réfléchissent, à commencer par elle, puisqu'elle est quand même l'auteur de la principale étude qui compte aujourd'hui dans le domaine. En revanche, avant de pouvoir créer une coalition, on l'a dit aussi, c'est pas gagné. Non, mais j'avoue, effectivement, que j'ai un peu le couvercle sur la marmite là en ressortant de cet épisode. Je suis pas serein. Le seul truc d'un petit peu positif, ouais, mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et c'est allez, ma grand-mère la vieille marmite, non mais donc tout ce que je veux dire, il est bête. Tout ce que je veux dire, c'est que la seule lueur d'espoir que moi j'ai retenue, c'est il y a bien un moment, et je cite à peu près les mots de Sacha, il y a bien un moment où les gens vont comprendre que ça sert pas à grand chose de faire tous les jours de l'IA générative. Ouais, mais donc qu'est-ce que ça dit en creux ? Ça dit en creux que pour le moment, le discours marketing est tellement efficace que tout le monde s'est jeté sur l'IA générative et donc en fait à qui mieux, y compris pour des trucs qui ne servent absolument à rien. Et donc, une fois de plus, on se fait avoir par les usages, par le discours marketing et par le marché. Et on se tire une balle dans le pied. Et puis, peut-être que dans N mois, N années, on aura compris qu'on n'a plus besoin. Ok, mais si c'est juste parce que nos usages ont diminué, c'est pas une bonne nouvelle, écoute, je trouve. j'espère qu'on sera entendu et que c'est ce qui va devenir de la part des entreprises. Oui, certainement, parce qu'il y a une logique économique qui va les rattraper à un moment donné sur l'IA générative. De la part du grand public, j'en suis moins sûr, parce que c'est un peu quand même la même histoire que quand on a essayé de nous raisonner pour voir moins de photos de petits chats ou consommer moins de Netflix ou de YouTube. Bon, on entend ce discours-là sur la voiture depuis très longtemps et pour autant il y a toujours autant de caca de SUV. Oui, mais alors, sauf que sur les vidéos de petits chats, Gilles Babinet nous avait dit que c'était pas très énergivore pour le coup la consommation de petits chats. Alors que l'IA, oui. Moi, c'est mon vrai espoir. La consommation de petits chats, je m'entends, c'est pas la consommation de whisky, c'est de croquettes. C'est la consommation ni de Alf, on ne mange pas des petits chats. Mais non, la consommation de vidéos de petits chats, c'est pas si énergivore que ça. Mais par contre, aller faire des petits chats sur Midjourney, là oui. On est d'accord. Et puis est-ce qu'on a besoin de Midjourney pour faire des petits chats ? Mais ils sont mignons, les gars. Bon, revenons à notre épisode. Ce qui est intéressant aussi, à chaque fois qu'on parle avec des personnes comme Sacha, et là encore, c'est qu'elle nous ramène à la matérialité de l'IA. Elle nous rappelle, l'IA, les amis, c'est du matériel. Et elle nous précise elle nous précise qu'en Amérique du Nord, c'est pas tout à fait. Qui consomme de l'énergie. Oui. Et elle précise, et ça par contre j'ai retenu, je trouve ça plutôt positif, mais c'est mon côté chauvin, c'est qu'en France et en Europe, elle nous accorde le fait d'en parler déjà beaucoup, alors qu'en Amérique du Nord, le côté matériel de toute cette affaire, ça leur passe très au-dessus de la tête dans le cloud, quoi. C'est ça. Mais ils n'ont pas les pieds sur terre, mais ils ont la tête dans les nuages. Ouais, alors vite fait, quand elle nous parle de la data center Allais,
qui est dont au bout de l'allée, il y a la centrale à charbon. Donc, il y a la centrale oui, mais c'est bientôt une centrale nucléaire. Ou autre, c'est un peu flippant. Bon, elle nous incite aussi à remonter la chaîne de responsabilité. Elle dit qu'il faut que les entreprises remontent la chaîne de responsabilité, comprennent finalement cette matérialité de l'IA, se rencardent, se renseignent sur avec quelle énergie l'IA a été produite et sur quelle énergie l'inférence va se faire, parce qu'il en est de leur responsabilité. Et moi, je trouve que ça nous ramène à une grande question qu'on touche très souvent du doigt dans Trench Tech. Comment on répartit cette responsabilité? Où elle doit être? Est-ce qu'on doit la faire peser aux big tech qui fabriquent et qui font un tel marketing sur les IA qu'elles sont utilisées de manière hyper large et le parfois mal? Est-ce qu'on le fait porter au end-user, effectivement? Et toi, arrête de faire des photos de petits chats sur Midjourney pour t'amuser le week-end. Non, pas toi. Ou est-ce que c'est sur les entreprises, effectivement, dans leurs usages? Et comme toujours, c'est pas tranché. Comme toujours, c'est un équilibre. En revanche, sur qui au sein de l'entreprise, pour aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions pour éviter les externalités négatives renforcées avec l'IA, et ben la bonne nouvelle encore, il y a à peu près 20 personnes dans le monde qui sont des cadors pour pouvoir le faire, et elle n'est pas tout à fait certaine que les cabinets de consulting soient équipés de ces profils-là. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur l'impact des IA sur le réchauffement climatique. On espère que cet épisode avec Sacha Lucioni vous a plu autant qu'à nous et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, je vous invite à redécouvrir l'épisode de l'ADEME en saison 2, comme je vous le proposais tout à l'heure. Et au passage, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast d'Apple ou tout autre, de lever un pouce ou mieux encore, de partager cet épisode sur YouTube. Ça donne du sens à notre engagement et ça vous prend à peu près 15 secondes. Et puis tiens, pour nous quitter, j'ai envie de vous partager cette pensée de Spinoza. Eh ouais, les gars, Spinoza, rien que ça. Tout ce qui est contraire à la nature est en effet contraire à la raison. Tout ce qui est contraire à la nature est en effet contraire à la raison. À très vite.